Mesdames et messieurs les rapporteurs, madame et monsieur le ministre, mes chers collègues, vous pardonnerez autant que vous comprendrez, je l'espère, que je revienne sur la forme de ce projet de loi, celle-ci étant indissociable de son fond. Ce texte se présente à l'évidence comme une compilation de dispositions disparates qui visent largement à habiliter le gouvernement à prendre des ordonnances dans les domaines les plus divers. Les conséquences du Brexit côtoient les contrats de travail, les pouvoirs des fédérations sportives, les titres restaurants, pour ne citer que ces quelques exemples. Cela a déjà été dit, il faut bien y revenir. La cohérence et la clarté qui manquent à ce projet de loi ont des conséquences directes sur la qualité de la délibération parlementaire. Si l'on y ajoute des délais d'examen du texte, un problème que le seul contexte sanitaire ne saurait justifier, on ne peut s'empêcher de penser que ce projet de loi condense en lui-même tous les défauts que l'on adresse couramment aux évolutions néfastes de la procédure législative. Recours quasi systématique à la procédure accélérée, délai d'amendement incompatible avec une réflexion poussée, habitude de légiférer par ordonnance, pratique malheureuse des lois fourre-tout qui évoquent le triste souvenir des lois Warsmann. Les conditions extrêmes d'examen de la loi du 11 mai dernier n'ont apparemment pas permis d'inverser la donne. Bien sûr, les circonstances actuelles exigent certains accommodements. Nous en convenons tous. Aussi, le Sénat a-t-il réorganisé ses travaux comme l'imposait la crise sanitaire. Mais les modalités d'examen de ce projet de loi traduisent une forme de déconsidération et qui ne doivent en aucun cas constituer un précédent. Il est pour toutes ces raisons malaisé de se forger une opinion aboutie sur ce texte. Et puisqu'il m'est impossible d'en traiter dans ses détails comme dans sa globalité, je m'y appliquerai en ne relevant que quelques points saillants. Concernant les conséquences de la crise sanitaire, nous nous réjouissons des dispositions qui protègent ceux qui en ont le plus souffert, de par l'incertitude qui plane désormais sur leur situation ou la précarité qui les touche. La prolongation des titres de séjour, le maintien de garanties de protection sociale complémentaires pour les salariés en activité partielle et l'adaptation des règles relatives aux contrats d'insertion s'inscrivent tous dans cette lignée et nous nous en félicitons. Il en va également ainsi de la mobilisation des réserves des caisses complémentaires des indépendants, de la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à la retraite et de la dérogation aux règles de cumul emploi-retraite pour les soignants. Les conséquences que cette crise emporte sont multiples et probablement pour certaines d'entre elles encore inconnues. Il est heureux que l'action de l'État réduise leurs effets néfastes en s'adaptant dans chaque domaine. Je pense là particulièrement au fonds de soutien aux restaurateurs et à la singularité de son mode de financement. Il importe cependant de veiller à ce que certains remèdes ne s'inscrivent pas dans le droit commun. Il est raisonnable que les circonstances actuelles, qui conjuguent l'incertitude et la nécessité d'une reprise économique, exigent une adaptation, par accord d'entreprise, des règles relatives aux contrats courts. Mais il serait regrettable que cela devienne la norme. C'est à raison que la commission des affaires sociales du Sénat a prévenu un tel glissement en fixant un terme à son application. Concernant l'habilitation relative au Brexit, on ne peut en premier lieu que se satisfaire de la réduction de sa durée d'application. Il faut observer dans un second temps que si la plupart des domaines en cause relèvent de questions techniques qui justifient, compte tenu de l'urgence, le recours aux ordonnances, ce n'est pas le cas de tous. Le maintien des licences et autorisations de transfert vers le Royaume-Uni de produits et matériels de défense, comme les problèmes que soulèvent certains contrats d'assurance et plans d'épargne en action, demandent une solution juridique pour laquelle les ordonnances sont adaptées. En revanche, l'assignation de l'autorité nationale en charge de la sécurité du tunnel sous la Manche et la définition du régime des ressortissants britanniques sur le territoire national ne justifient en rien une telle habilitation. C'est là se priver inutilement des vertus de la délibération parlementaire. Enfin, le groupe RDSE soutient les amendements que la rapporteure de notre commission des lois a apportés au texte. La réduction du délai d'habilitation, la suppression d'un potentiel effet rétroactif et l'amélioration du dispositif d'information des parlementaires garantissent à raison le bon exercice par les chambres de leur mission constitutionnelle de contrôle. Il en va également de la sécurité juridique de notre droit, un principe qui a été éprouvé au cours des derniers mois et qu'il nous importe de réhabiliter au mieux et au plus vite. La qualité de la loi dépend de celle du dialogue entre le gouvernement et le Parlement.
Plus qu'une question de légistique ou une observation pratique, c'est un impératif démocratique. C'est pour cette raison que le groupe RDSE sera très attentif au débat afin d'éclairer son jugement et de décider de son vote. Nous devons dès maintenant poser les premiers jalons de la méthode que nous appliquerons pour conduire l'action de l'État dans la gestion d'une crise qui survivra à son volet sanitaire. La transparence, le dialogue institutionnel et la délibération parlementaire sont des éléments essentiels, voire tout bonnement nécessaires, à la réussite de toute politique. Je vous remercie. Pour le groupe La République En Marche, la parole est au président Thani Mohamed Soilihi.